Alors, comme nous l'avons dit, Fatma, tu es psychiatre. Et donc, ce sont tes patients qui choisissent de te consulter. Et dans ton livre, tu cites des personnes qui te disent, et donc je cite ce que tu dis dans le livre, « Je vous ai choisi pour votre prénom, je suis moi-même musulman ou musulmane. Je vous ai choisi parce que j'ai peur que les autres ne saisissent pas certains aspects de notre culture et mes croyances. » Ou encore, « J'ai vu votre nom et votre prénom et je me suis dit que vous seriez plus ouverte que d'autres pour m'aider à résoudre mes problèmes, mes interrogations, les obstacles de ma famille, préjugés de mes amis, etc. » Est-ce que tu peux nous dire, si toi, en exerçant en France, tu t'attendais à ce type de consultation, de ce type de motivation, et qu'est-ce que ça signifie pour ces patients de te consulter, toi en particulier ? Alors, d'abord, il faut vraiment que je précise que je n'ai pas que ce type de patient, oui, bien sûr. Mais que ce sujet-là m'a particulièrement préoccupée parce que du coup, il était pratiquement intrusif dans ma vie personnelle. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'entrecroisement entre ce que je vivais personnellement, et en particulier après avoir eu des enfants qui sont métis, etc., et ce que j'entendais et dans la société, mais aussi de certaines choses que mes patients me disaient. Alors, qu'est-ce que ça signifie Non, d'abord, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on vienne me voir pour ça, parce que j'ai appris la médecine avec une symptomatologie universelle qui doit être reconnue chez tous les individus, et je continue de travailler dans ce sens, et je pense que les mots sont universels, et l'expression des mots, donc MAUX, sont universels, et la façon de les traiter doit être universelle. Il y a évidemment une façon de les exprimer qui pioche dans des registres culturels, mais ma foi, s'il s'agit de la France, nous sommes tous supposés connaître notre voisin qui est souvent africain, asiatique, américain, etc. Parce que c'est quand même un pays assez cosmopolite. On ne veut pas le reconnaître, mais c'est qu'on est vachement mélangé dans ce pays. Et donc, je ne m'attendais pas effectivement à ce que certaines personnes n'écoutent pas, ne sachent pas avoir cette écoute par rapport à certaines spécificités culturelles. Le fait qu'une femme d'origine maghrébine, dont les parents sont d'origine maghrébine, qui se revendiquent d'ailleurs d'origine maghrébine, ait autant de difficultés à trouver un conjoint, aujourd'hui, je trouve dans mon cabinet, c'est un vrai phénomène. Chez les femmes en particulier. Chez les femmes en particulier, oui. Et autant de difficultés à trouver un conjoint, pourquoi ? Parce qu'elles ont peur des personnes qu'elles connaissent qui sont dans les pays d'origine de leurs parents. Elles ont peur que l'histoire ne soit pas une réelle histoire d'amour et que ce soit pour une histoire de papier. Donc en fait, la politique intervient aussi dans une relation sentimentale. Comment dire, l'absence de libre circulation des individus affecte les relations sentimentales. Ensuite, elles me disent, une personne qui a vécu comme elle a trop trinqué, a trop souffert dans son parcours. On se connaîtrait trop bien et ce serait compliqué pour moi de vivre avec une personne comme ça. Autre chose, elles sont très françaises. Elles se reconnaissent dans les dessins animés, les séries, etc., qu'elles partagent avec tous leurs copains, on va dire franco-français, pour faire rapide. Et donc, il y a cette complicité qui est réelle. En revanche, elles ne les voient pas les introduire dans leur intimité qui, elle, est quand même imprégnée de certains éléments culturels dont elles disent que cet homme-là ne pourrait pas les comprendre. Et donc, très souvent, elles me disent chercher le mouton à 5 pattes. Et ça reste plus compliqué pour elles parce que comme moi, mon autre sujet de prédilection, c'est les femmes. Comme les femmes circulent, vivent, marchent sur beaucoup de culpabilité, elles ont cette culpabilité de ne pas satisfaire les fantasmes et les rêves de leurs parents pour elles. Ce qui n'est pas le cas pour les hommes qui aussi ont des difficultés de choix, mais peuvent imposer, peuvent aller... ce ne sont pas forcément de bons élèves, les garçons. On ne leur a pas appris forcément à suivre les règles sociales, tandis que les femmes, oui, elles sont quand même sous contrainte. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des femmes extraordinairement intelligentes, des femmes qui valent le coup comme plein de femmes, mais qui se retrouvent emberlificotées dans ces espèces de choix. Et ça crée une très grande solitude, ça crée un profond mal-être. Voilà, c'est compliqué. Mais ce sentiment de solitude que tu reçois dans ton cabinet, enfin pas que ce sentiment-là, mais en tout cas, ça me fait vraiment penser que les questions raciales, les questions de sexisme,
et les questions sociales qui interrogent notre société aujourd'hui, elles se retrouvent vraiment dans notre intimité la plus profonde, parce que là, on parle de femmes qui cherchent un conjoint, donc c'est vraiment très intime. C'est privé, oui, c'est privé, et pourtant, c'est éminemment politique, puisque c'est traversé par tout. Ça me fait penser, donc c'est très différent, mais à la pression qui est exercée sur les femmes chinoises aujourd'hui en Chine, qui après un certain âge, donc c'est 25 ans, entre 25 et 28, il y a plusieurs... On les appelle les femmes laissées de côté, laissées pour compte. Elles ont énormément de pression familiale, sociale, à se caser, parfois même à ne pas performer dans la société pour pouvoir trouver un conjoint, et ça les pèse beaucoup. Et ça donne aussi lieu à beaucoup de solitude, d'être écrasées par cette... Oui. Moi, je pense que les femmes sont la variable d'ajustement politique et de la pensée en général, de la pensée qui nous est imposée par les hommes, évidemment. Et donc, ce sont les premières à souffrir. Sachant que je mettrais quand même un bémol, c'est que ce sont elles qui sont le mieux acceptées aujourd'hui dans les sociétés, je dirais, occidentales. J'aimerais pas être un homme noir et arabe aujourd'hui, ni en Europe, ni aux États-Unis. Ils souffrent d'une réelle discrimination, de préjugés terribles. Enfin, pas tous, évidemment. Et ça n'est pas une question... Là, pardon, mais je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais ça n'est vraiment pas qu'une question sociale. Je veux dire, à poste égal, à compétence égale, on embauchera plus facilement une femme qu'un homme. Moi, dans mon livre, je cite un chef d'entreprise qui me dit « Je sais à qui je parle, docteur, je sais ce que vous représentez, je sais qui vous êtes. Mais aujourd'hui, c'était pendant les attentats, c'était à l'époque des attentats du Bataclan, aujourd'hui, je n'embaucherai jamais un homme arabe. » Voilà. Pour moi, c'est un danger, un homme arabe. Donc... je dirais que voilà, il y a plusieurs fronts de réflexion à avoir pour apaiser la situation. Et je pense que l'issue, c'est quand même le dialogue, c'est quand même le débat. Parce que cet homme-là, il reste sur des préjugés. Tu as d'autres exemples de patients, justement, qui ont pu exprimer auprès de toi des préjugés. Tu évoques, par exemple, une première consultation marquante avec une patiente qui souffrait d'alcoolisme, parce que tu es aussi addictologue. Oui. Et qui a commencé à avoir du choix amoureux de sa fille. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. Alors, c'était pas drôle sur le moment, mais bon, on peut aussi se marrer des résultats que ça donne. Je venais juste d'arriver à Paris. J'étais fraîchement attachée dans un service où je reçois parmi mes premières consultantes une femme qui vient pour un problème d'alcool et qui, me voit. Je pense avoir une tête assez, caractérisée maghrébine, en tout cas du Sud, quoi, et avec mon prénom, donc Fatma aussi, qui est un sujet en soi. Et donc, elle me dit qu'elle a commencé à boire parce que sa fille vivait avec un musulman. Elle m'a dit musulman. C'était déjà, ça devait être en 95, il y avait déjà le mot musulman. Et qu'elle avait rompu avec elle, et que c'était le malheur de sa vie, etc. Et puis, au fur et à mesure, on aime ses enfants, hein, on finit toujours par abdiquer, si je puis dire. Et elle a été invitée par la famille de son gendre. Et elle me dit, mais j'ai été très très bien reçue. En fait, ces gens-là, ils sont très gentils. En fait, ce sont des gens qui sont comme nous, quoi. Et bon, je suis rassurée. Maintenant, j'aimerais bien arrêter de boire. Voilà. La pauvre. Tout ça pour ça, quand même. C'est dommage. En fait, cette patiente, si elle est venue me voir, c'est effectivement parce qu'elle avait un problème d'alcool qui s'est déclenché à l'occasion de cette contrariété et de ce conflit affectif. Mais la maladie alcoolique existait de toute façon, il faut savoir que c'est une maladie. Je veux dire, c'est déclenché par une contrariété, par une émotion forte, etc. Mais c'est une maladie. Ça n'est pas, ni un vice, ni une tare. Mais c'était
assez cocasse pour moi que ça soit déclenché par ce fait-là. Voilà, je pense que c'est important de le dire. De ne pas minimiser le fait que effectivement c'est une maladie complètement. Voilà, même si c'est complètement ironique et voilà, on peut en sourire, bien sûr. Ça reste quand même grave pour elle. Bien sûr. Oui, c'était bien de le préciser. Et il y a dans ma manière d'être acceptée, j'ai eu dans le passé, pour être acceptée, internaliser des clichés pour ne pas qu'on me le reproche. C'est comme préparer sa défense avant même qu'on m'attaque. C'est de dire, de rire aux blagues racistes, de faire de ce qu'on appelle de l'autodérision, c'est-à-dire, alors que je trouve pas ça du tout drôle, mais je vais rire à des choses humiliantes pour me mettre du bon côté des personnes qui rient et pas du côté de la personne qu'on humilie. Est-ce que cette forme de résistance, parce que tes patients te parlent de faire une guerre à eux-mêmes. Bien sûr, et de l'épuisement à être français. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'ai découvert. Moi, je n'ai pas du tout grandi avec ce filtre-là. Et donc, je pense que ce que viennent chercher certaines personnes chez moi, beaucoup. Hier encore, il y a une patiente que j'avais pas vue depuis 6 ans qui m'a téléphoné. Elle m'a dit vous êtes à l'aise. C'est parce que je n'ai pas eu à m'adapter à ça. Je ne vois pas pourquoi je m'adapterais à ça. Moi, je suis une immigrée. Moi, j'ai grandi en Afrique du Nord. Je parle arabe. J'ai une culture arabe. Tunisienne, je maintiens ça dans ma famille, autant que la catholique, parce que mon mari est catholique, on fait toutes les fêtes, voilà. La culture, jamais je n'ai eu à m'en cacher. Ça n'est pas un problème pour moi. Ce que je découvre avec mes patients, ce que je découvre depuis maintenant bientôt 26 ans, c'est justement cette espèce d'énergie énorme que ces personnes ont mise à se mettre au banc de la société, voire à s'effacer. Et c'est ça, en fait, qui revient en boomerang lorsqu'ils sont adultes. Et lorsque certaines personnes, comme moi, vous, d'autres, parlent, comme ils disent, sans complexe, entre guillemets, on voit pas mes doigts, mais quel complexe, en fait. Moi, j'ai envie de leur dire, mais quel complexe. Et eux, ils savent ce que c'est que ce complexe, parce que c'est le complexe d'avoir grandi dans un pays qu'ils n'ont jamais ressenti comme le leur, et qui ne leur a jamais renvoyé ce sentiment d'appartenance, et surtout du fait de parents qui leur ont toujours dit de se fondre dans la masse. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le documentaire de Stéphane Mercurio, mais il y en a un qui dit non, j'ai fait ce qu'il faut pour mes enfants, ils ont les noms qu'il faut. Ça veut dire quoi, les noms qu'il faut? Ça veut dire c'est ni Mohamed ni Fatma, quoi. Même s'il avait très envie d'appeler son fils Mohamed, il fallait pas. C'est ce dont tu parles, c'est de l'effort qu'on fait pour se conformer à ce qu'on imagine, en fait, en tout cas ce qu'on nous présente de manière complètement implicite, mais qu'on comprend très bien, de ce qu'est être un Français. Être un Français, être une Française. Et du coup, c'est ça, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la différence qu'il peut y avoir avec toi qui a grandi dans un environnement où tu étais tunisienne, où la plupart des gens étaient tunisiens, et qu'il n'y avait pas de problème, en fait, par rapport à une majorité qui te posait des questions sur qui tu étais. Voilà. Et quand tu es en France, en fait, on te perçoit comme quelqu'un qui est originaire d'un pays que tu connais très mal, souvent. Et en même temps, tu fais officiellement partie de la population majoritaire. Mais tu sais que dans toutes tes interactions quotidiennes, tout te renvoie à un ailleurs que tu maîtrises très peu. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, toute l'énergie que tu passes en permanence à t'ajuster, à la fois pour satisfaire tes parents et à la fois pour satisfaire la société majoritaire, et ça... Là, tu parles de ceux qui sont nés ici. Exactement. Oui, tout à fait. Contrairement à toi. C'est-à-dire que toi, tu sais d'où tu viens, tu as un pays d'origine. Si on parle de la Tunisie, tu n'es pas vexé, en fait, parce que tu vois ce que je veux dire. Mais moi, ça me vexe absolument pas qu'on me demande d'où tu viens. Oui, parce que tu viens quelque part, en fait. Mais oui, mais j'ai énormément de patients qui me disent mais pourquoi on me demande d'où je viens? Et j'ai envie de leur dire et pourquoi vous ne diriez pas que vous êtes d'origine marocaine? Parce qu'en fait, je sais. Ouais, tu vois, oui, mais je comprends tout à fait. Parce que, en fait, ça leur renvoie. Et en plus, il faut quand même connaître l'histoire des individus. Enfin, vous êtes toutes les deux nées ici, je suppose. Mais ça renvoie forcément à quelque chose de péjoratif. Tandis que quand on me demande à moi d'où je viens, moi, je vois pas pourquoi ce serait péjoratif. Mais eux, ils ont grandi avec ça. Ils ont, d'ailleurs, une des patientes, encore une fois, du doc, parle du Maroc comme d'un lieu qui a été présenté comme le lieu de tous les malheurs par ses parents.
Et c'est intéressant parce qu'en même temps, on n'a pas envie de dire que c'est négatif de venir d'un autre pays. Moi, je suis originaire du Sénégal, j'aime bien le Sénégal, j'adore, c'est super, et j'aime beaucoup ma culture d'origine. Mais c'est vraiment la négation de qui tu es, c'est-à-dire qu'on te parle comme si tu étais venu, alors que cette action de déplacement, tu ne l'as jamais expérimentée. Oui. Et du coup, on te cale un truc sur toi que tu connais pas, en fait. Ouais. Et de la même manière qu'on parle d'un mythe de la crise de la quarantaine où les hommes changent de femme pour s'acheter une voiture. Et les femmes aussi. Et les femmes aussi. Les femmes aussi peuvent changer d'homme. Il y a aussi de plus en plus ce mythe de la crise identitaire où j'entends beaucoup de gens dire j'ai rejeté mes origines pendant X années. Je détestais tout ce qui avait attrait à cette culture d'origine de mes parents parce que c'est souvent des personnes qui sont ici en France depuis très petites. Et aujourd'hui, je découvre à quel point, je n'avais aucune raison voilà. Il y a une sorte de, ils appellent ça comme un éveil, en fait, éveil à tes origines. Et ça se passe. Il y a un âge aussi maintenant qui se. Je pense que c'est aussi dû au débat public, au débat qui est instauré là actuellement. Bien sûr, il y a un âge. Le fait d'avoir des enfants, c'est très révélateur. L'âge des parents aussi, les parents qui déclinent et qu'on voit partir avec toutes les traditions, etc. Ça pose de réelles questions, mais je pense que le débat qu'on instaure aussi est très important et il fait prendre conscience justement de l'égalité de la citoyenneté. Puis il y a aussi cette question des brimades qui sont reçues par des personnes qui excellent professionnellement mais qui parviennent jamais vraiment à être correctement rétribuées pour leur travail, voire qui stagnent professionnellement malgré leurs efforts. C'est quelque chose qui revient dans plusieurs de tes patients qui sont d'origine nord-africaine. Comment ça les affecte psychologiquement et comment ils comprennent en fait justement cette différence de traitement ? Ça les affecte psychologiquement. D'abord, ça atteint totalement leur confiance en eux. Totalement. C'est dévastateur. Ce sont des personnes qui parfois sont très qualifiées et qui ne croient plus du tout à leur diplôme, à leur qualification, à leurs compétences. Ensuite, ça crée forcément un déclassement par rapport à leurs ambitions et la confiance en soi, le manque de confiance en soi, le fait de ne pas trouver sa place, le fait d'avoir ce sentiment d'être mis à l'écart et d'être disqualifié fait très souvent plonger dans la culpabilité et la dépression. Et parfois, on en arrive même à des tentatives de suicide, voire à des suicides. C'est pas banal du tout, C'est pas banal du tout. Je ne sais pas si on peut revenir sur ces personnes qui sont nées ailleurs. Et ça a un lien aussi avec ce que je dis sur les brimades. C'est que leur grand malheur aussi, c'est de ne pas être reconnus dans le pays d'origine de leurs parents. Moi, je me souviens quand je vivais en Tunisie et en été, on se disait, oh là là, les immigrés, parce qu'on se marrait en disant les immigrés vont venir envahir nos plages, etc. C'est horrible. On disait pauvres. Ça. Et en fait, comme ils venaient avec plein de cadeaux, je me souviens des voitures avec des étages sur des voitures. Tonton du bled. Cadeaux. Voilà, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Exactement. Vraiment, c'était ça. Et puis, on se disait, mais ils sont riches, ils ont de l'argent. Et puis, c'est vrai qu'ils avaient plus de moyens que nous pour aller dans certains hôtels ou des choses comme ça. Et en fait, ils parlaient pas arabe. Ils avaient des têtes d'arabes, ils parlaient pas arabe, ils se comportaient comme des Français et ils n'étaient pas les bienvenus chez nous. Ça, il faut le reconnaître. Les choses ont énormément changé maintenant, heureusement, parce que évidemment, il y a plus de circulation entre la rive nord et la rive sud et il y a Internet et puis il y a l'intelligence aussi. Mais il faut aussi savoir que ce sont des personnes qui ont souvent grandi dans une espèce de no man's land psychologique très, très douloureux. L'appartenance, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les témoignages, dans le documentaire qu'on va... Je me suis fait la guerre sur France Culture. La question de l'appartenance à une classe aussi a été un sujet. Lorsque tes patients sont transfuges de classe sociale, ils te parlent de ce sentiment de trahison, de déchirement et en fait un conflit de loyauté avec la classe sociale d'origine de leurs parents. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus et comment Alors moi, j'ai très envie de dire, je vais répondre à côté, mais ça va être, je pense, très révélateur. C'est qu'après le bouquin, après la sortie du bouquin, figurez-vous que je n'ai pas reçu sur cette question-là que des Maghrébins ou des Noirs. J'ai reçu des Français.
Et j'ai reçu des témoignages de franco-français pour des blancs. On dit blanc ici. Il y en a qui sont quand même qui ont subi l'influence des Arabes, qui sont un peu bronzés, des Toulousains. Et ça, c'était fantastique parce que je me suis dit, voilà, moi l'universalité, je la recherche dans le vécu des gens, dans l'émotion des gens, dans mon métier. Et ce que je recueille avec ce bouquin, c'est vraiment ça. Et j'ai reçu des médecins, des chercheurs, j'ai eu des témoignages d'élus qui me disaient, je viens du fin fond de la Cambrousse, mes parents étaient ouvriers, machin, tout ça. Et maintenant, quand je retourne au village, j'ai honte. J'ai honte parce que je suis sur Paris, parce que j'ai un très beau travail, je vis très confortablement, mais en même temps, je me sens tellement peu à l'aise dans les milieux parisiens. Je me suis fait inviter à droite, à gauche, dans le milieu germano-pratin, etc. Je me sens pas bien parce que je sais qu'on me regarde de travers, parce que je n'ai pas les codes vestimentaires qu'il faut, parce que, vous voyez, donc en fait, oui, certes, la question de ceux qui viennent du Sud est réelle, mais la campagne française aussi. Donc la question sociale et la question des transfuges de classe, elle est vécue avec la même culpabilité. Je me souviens d'une patiente qui est venue me voir à la suite de l'enterrement de sa grand-mère. Ça a été un choc parce qu'elle a un super job ici, elle a fait des études brillantes, etc. Et à l'enterrement de sa grand-mère, elle a vu les gens, elle a vu une partie d'elle-même qu'elle a laissée dans ce village et qu'elle avait oublié pendant toute sa vie d'adulte et de femme et d'étudiante et d'experte, etc. Et boum, ça lui revient en boomerang. Et elle est à Paris, elle se fait inviter par des milieux intellectuels et tout, où elle se sent jamais bien non plus. Mais la question est là, c'est comment, parce que j'en ai conscience, j'ai sentiment, je suis quasiment sûr d'en avoir vraiment une conscience pleine, mais comment réparer ou comment faire, moi je n'y arrive pas. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on peut pas ne pas se sentir différent. À longueur de temps, on est Qu'est-ce que ça vous fait C'est quelque chose qui est fort, parce que vous allumez la télé, et paf, il y a quelque chose qui vous touche obligatoirement. Et comment ça vous touche ? C'est ça qui très... m'intéresse en tant que psychiatre, parce que... Moi, ça me pèse beaucoup. Je le sens bien. Je ne peux pas m'enlever, ou en tout cas m'extraire des médias, par exemple. Je m'énerve contre la télé. Je parle souvent aussi, comme si j'étais invité sur le plateau, en argumentant. Ça fait des nœuds dans l'estomac parce qu'on se sent encore rien, en fait. C'est ça la question, c'est la situation, ma situation, moi, en France, c'est que j'ai l'impression de me sentir rien. Comment se sentir dans une cité dans laquelle, à longueur de temps, on vous dit que vous n'appartenez pas à cette cité ? Alors justement, c'est un thème que tu évoques dans ton livre. Tu parles du débat qui blesse. Quels effets ont les discours politiques répétés sur la santé mentale des personnes qui se sentent visées parce que, notamment, supposées musulmanes ? Oh là là, je trouve qu'on vit en ce moment une période d'une violence inouïe. Je ne sais pas ce que font les institutionnels, je ne sais pas ce que fait le CSA. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte des dégâts sur les individus, qui soient d'ailleurs d'origine étrangère ou même les autres, parce qu'on se mélange. Ils ont oublié qu'on se mélangeait, on s'aime, on se marie, on a des enfants, on se marie ou pas, ou on fait des enfants ensemble et ça crée... J'ai entendu des choses qui relèvent de propos qu'on pourrait entendre en Afrique du Sud au moment de l'apartheid, de parler de l'évidence du lien entre la délinquance et les Noirs et les Arabes. Je sais pas, je veux pas leur faire de la pub parce que c'est horrible, mais récemment... quelqu'un a dit, parce que je l'ai entendu, comment voulez-vous que le niveau soit bon alors qu'il y a 75% de Noirs et d'Arabes dans les classes et ça passe à la télé mais c'est pas régulé. Et puis, Et du coup, tes patients, qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à ce qu'ils ressentent par rapport à ces propos, ces discours publics ? Mais c'est dévastateur, c'est dévastateur pour eux. Beaucoup aujourd'hui n'écoutent plus la télé. Il faut vraiment que les télés le sachent. Je veux dire, elles sont en train de perdre en audience aussi beaucoup à cause de ça. Je pense que leurs auditeurs ne sont que des gens acquis. D'ailleurs, les jeunes ne regardent plus la télé parce que justement, il y a des débats comme ça qui sont violents et en plus stériles.
parce que si encore ça pouvait, si on pouvait avancer sur le débat, mais c'est stérile et c'est douloureux. Ouais. Moi, je m'identifie totalement à ton patient, là. Quand j'ai écouté ce documentaire sur France Culture, je me suis dit, mais moi aussi, je parle à la télé quand j'entends ces gens et je me sens tellement fatiguée. En fait, dès qu'ils ouvrent la bouche, je suis fatiguée. Je suis lessivée. Je me dis, mais comment... En fait, ils mettent 30 secondes à dire une bêtise et il faudrait, je sais pas, 3 heures avec un sociologue pour déballer en fait ce qu'ils viennent de dire. Tu vois, moi, je pense qu'il faut même des années pour réparer le choc que ça fait. Voilà, moi je me souviens du débat d'entre-deux tours entre Le Pen et Macron. Le lendemain, j'ai reçu un patient qui est en couple avec une Cambodgienne, je crois. Sa petite fille de 8 ans était en pleurs. Elle lui disait, mais ça veut dire que si Marine Le Pen passe, on va devoir partir de France avec maman. C'est-à-dire elle avait déjà intégré son identité et sa proximité avec sa mère, que comme son père était franco-français, donc lui resterait en France et la petite devrait partir avec sa mère. Donc, et ça met, je veux dire, ça impacte un enfant. Comment on peut grandir avec des paroles tranquillement, avec des mots pareils? Donc oui, ce sont des mots blessants. On a envie de participer à ces débats, mais il faut quand même aussi dire qu'il y a une sorte d'endogamie. Parce que vous avez des émissions trash, voilà, type, voilà, les chaînes qu'on connaît. Mais vous avez des émissions qui sont, disons, plus acceptables ou voilà, plus intellectuellement plus honnêtes. Mais dans ces émissions-là, ce sont toujours les mêmes personnes qu'on invite. D'ailleurs, qui se révèlent être expertes de 150 sujets. Et ce sont toujours les mêmes personnes qu'on invite pour toujours avoir le même discours. Mais justement, tu parlais de l'impact de l'actualité, même y compris dans la vie quotidienne de tes patients, parce qu'il y a les débats publics, mais aussi ce que ça génère chez les gens qui regardent ces débats publics. Et il y a un de tes patients qui a relaté le climat après le meurtre de Samuel Paty. C'est terrible. Et le fait que les personnes de son entourage professionnel en parlaient volontairement devant lui, comme pour le tester. Et en fait, moi, ça m'a rappelé ce que m'a raconté une personne de mon entourage qui, elle, est d'origine tunisienne, mais voilà, elle est née en France. Et elle me disait que lorsqu'il y avait eu la minute de silence après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, pendant la minute de silence, ses collègues scrutaient son visage pour voir en fait de quelle manière elle allait réagir. Est-ce que ce sont des attitudes, des micro-agressions que te relatent tes patients? Ah bah moi je les ai vécues. D'accord. D'ailleurs, il y a tout un chapitre là-dessus dans le livre où je parle de ce qu'on m'a fait subir pendant Charlie. Ah, ça a été vraiment un moment de souffrance terrible parce que j'ai toujours pris des positions, moi venant d'un pays lui-même victime de radicalisme et d'attentats, etc. J'ai toujours évidemment condamné le terrorisme et l'islamisme, etc. Et le jour de l'attentat de Charlie, j'étais parmi les premières à aller sur la place de la République le soir même. Je vous assure qu'il n'y avait pas grand monde. Enfin, on était peut-être une petite centaine. Parce que ça a été un gros choc pour moi. Je ne lis pas Charlie, je n'aime pas ses dessins. Enfin, c'est-à-dire que je pensais même pas à Charlie à l'époque. C'était pas un sujet pour moi. Et pourtant, je me suis bougée avant tous ceux qui, après, m'ont accusée de ne pas dire suffisamment fort que j'étais contre l'intégrisme musulman, que j'étais contre les attaques. J'ai été manifestée avec des amis, ma famille, le 11 janvier. De retour de la manif, j'entends dire qu'il n'y a pas assez de musulmans, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis, et on voit que les gens sont musulmans. On m'a harcelée en me disant tu dois publiquement dire, mais j'ai écrit des choses publiques, j'ai dit publiquement que j'étais opposée. Et ça, je peux le dire parce que c'est moi qui l'ai vécu. Il y a des amis, des gens qui me connaissent, à qui je ne parle plus aujourd'hui. On a rompu parce qu'on m'a demandé des comptes. Mais pourquoi est-ce que je devrais être comptable des islamistes, des terroristes qui, encore aujourd'hui, il faut le savoir, décapitent des personnes dans mon pays, en Tunisie. Donc, évidemment que je suis contre. Mais qu'on me demande comme ça des comptes régulièrement, en fait, on parlait d'être un bon maghrébin intégré. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faudrait, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que nous soyons tous, nous lavions tous de notre passé et d'une culture riche, belle, généreuse, à laquelle on est attaché pour être un bon Français intégré. Ce que je refuse absolument et ce que j'aide mes patients à ne pas être dans cette espèce de
pratiquement aseptisation, parce que c'est ce qu'on demande, d'accord ? Aujourd'hui, moi, quand je parle arabe dans la rue, les gens se retournent et ils ont peur. Et parfois, je fais exprès de parler arabe avec ma sœur ou de parler arabe avec des copains arabes dans la rue. Ça fait peur. Il y a une patiente qui m'a dit, je lisais votre livre, Une arabe en France dans le métro. Ben, j'ai eu honte, j'ai plié la première page. Parce que le mot arabe attire en fait l'hostilité. Donc, quand je parle arabe dans la rue, ben, on se retourne et puis quand les gens parlent italien, ça pose pas de problème. Donc, en fait, il y a ce truc-là où il faudrait se débarrasser de notre identité. Puis il y a autre chose aussi qui est assez paradoxale, c'est l'arabe ou le noir qui jouerait le job, ou l'asiatique d'ailleurs. Et vous avez les stéréotypes de moi quand j'étais au PS, par exemple, parce que j'ai été encartée au PS, j'ai été élue, etc. Et au PS, ils me trouvaient trop bourgeoise. Ils trouvaient que je parlais trop bien français, ils ont appris ils ont pas appris, ils le savaient, mais ils ont intégré que j'étais médecin au bout de, je sais pas combien de temps. Enfin, je veux dire, je crois que c'est le jour où j'ai publié mon premier bouquin, parce que sinon j'étais éducatrice pour délinquants. Pas très authentique, Fatma. Mais voilà, c'est ça. J'ai juste bac plus 13, mec, toi. Voilà, je sais pas ce qu'il a, mais donc un jour il vient, il me dit mais t'es médecin, mais je savais pas. Et donc du coup brutalement qu'est-ce que ça change que je sois médecin? Oui, parce que Fatma, faut qu'elle soit fille de femme de ménage, qu'elle sache pas parler avec tout le respect, il y a pas de souci, mais c'est le cliché qui se font. Et donc du coup, ce qui se disait derrière mon dos, c'était que j'étais trop bourgeoise, que je parlais trop bien français, que limite on ne croyait pas que je pouvais avoir des idées de gauche. Voilà. Or moi, je viens d'une famille tunisienne, mes parents sont communistes, mon grand-père était socialiste, il était enseignant, mes parents sont féministes. Enfin voilà, il y a une sorte de décalage de la connaissance que le Sud a du Nord versus le Nord qu'il en a du Sud. On parle de la question des débats publics et comment ça affecte aussi bien les personnes dans leur sentiment d'appartenance à la France et puis les gens de leur entourage dans la défiance qu'elles peuvent exprimer à leur égard. Est-ce que, d'une certaine manière, le débat public doit se transformer pour permettre aux gens de se sentir bien en France ? Mais bien évidemment, enfin, je vais le dire autrement, mais je pense que, le débat public doit s'ouvrir à d'autres personnes. Enfin, c'est-à-dire ce qu'on appelle le débat public, c'est aussi beaucoup ces vecteurs qui sont très écoutés ou qui sont très suivis, mais qui doivent absolument changer d'interlocuteur. Enfin, changer. Il faut qu'il y ait un turnover, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait toujours la même pensée. Il y a énormément de penseurs. Moi, je peux vous donner plein de noms de penseurs aujourd'hui qui pensent autrement que ceux qu'on appelle sur les plateaux télé. Il y a la question religieuse qui, à mon avis, parasite tout, mais bon, mon rapport avec la religion est particulier, mais moi, je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un débat sur l'identité, on fait venir un imam, par exemple, ça je comprends pas, parce qu'en fait, je croyais que la France était laïque, et la majorité des Français, y compris de pratiques musulmanes ou autres, ou juives, etc., sont tout à fait à l'aise pour parler de leur culture et de leur identité sur un registre laïque. Ça aussi, c'est un biais, c'est-à-dire c'est un biais qui est... Enfin, ça crée une perversion dans le dialogue, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on laisse aussi des tribunes à monsieur, madame, tout le monde pour casser les clichés. Casser les clichés sur la question des banlieues et de la violence dans les banlieues, sur les questions du communautarisme. Il existe le communautarisme, mais il existe aussi parmi les personnes de classe aisée, comme on l'a su récemment avec tous les scandales. Mais le communautarisme, je sais pas, 25% des femmes d'origine maghrébine de France épousent des franco-français, c'est-à-dire des athées ou des catholiques. L'exogamie existe. Je pense qu'il faut donner la parole à ces gens-là pour montrer une réelle image de la France. Tout en disant ça, je ne suis pas du tout dans la naïveté de croire qu'il n'y a pas de repli identitaire. Je pense qu'il existe, mais je mets ça sur le compte d'une
de ce qu'ont vécu ces gens-là. Voilà, c'est ça, de ce qu'ont vécu ces gens-là dans leur histoire. Alors, dans un tel contexte, comment tu permets à tes patients de se sentir légitimes bien sûr. Alors que le discours public les agresse en permanence? Ah oui, alors effectivement, ce sont des personnes donc, qui souvent viennent pour d'autres raisons. C'est ça qui est intéressant, et en particulier souffrance au travail ou difficultés en couple, parce que couple mixte, machin, ou couple arrangé, voilà. Et donc, qui viennent souvent pour une symptomatologie particulière qui relève de la douleur morale, de l'anxiété, mais voilà, manque de confiance en soi, dépression, anxiété. Et quand on creuse, il y a toujours cette question du syndrome de l'imposteur, du manque de légitimité, de manque de confiance en soi, par son identité, de par son identité. Et que ce sont des personnes qui ont toujours appris à courber les chines, à accepter que d'autres passent avant elles pour des promotions, etc. Et là, tout mon travail est justement de leur faire pointer du doigt la réalité des faits, c'est-à-dire de comparer ce qu'ils vivent ou les pensées qu'on introduit dans leur esprit, et c'est ça où se trouve la perversion, c'est-à-dire qu'on impose à quelqu'un de penser qu'il est inférieur, et la réalité des choses, c'est-à-dire que c'est une personne qui a fait des études, qui est compétente, qui a une famille, qui a tué personne, qui a fait de mal à personne, et qui est tout à fait légitime pour demander une promotion ou demander un changement de poste. Donc, je travaille beaucoup sur la confiance en soi et je travaille beaucoup sur le réapprivoisement de ce que l'on est, de ce qu'on charrie, d'une éducation. Et lorsque le parcours est un parcours de résilients, je leur dis, mais chapeau, moi, j'aurais jamais fait comme vous. Et là, ils réalisent, ils disent, ah mais oui, docteur, c'est vrai. En fait, pour moi, c'était normal de souffrir comme ça. Non. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal de souffrir comme ça. Ce que vous avez vécu est traumatisant. Voyez ? Et donc, tout ça, il y a un mot que je n'ai pas utilisé et qui relève du registre de la psy, c'est parce que nous sommes dans une société, pour faire le lien entre le général et le psychique, où le déni de discrimination existe. Et ce déni-là, c'est-à-dire le manque de dialogue, le manque de reconnaissance, a un impact sur les individus parce que ce sont des choses qui ne sont pas dites. Donc forcément, eux ne se sentent pas légitimes pour dire « mais non ». Je suis l'égal de celui qui est à côté de moi. Mais non, tu n'as pas le droit de me dire... J'ai un patient qui était en souffrance, qui a été voir son médecin du travail. Le gars a bac plus 8, il est dans les finances, il était dans une situation de harcèlement moral. Le médecin du travail lui dit « mais je pense aussi qu'il y a des éléments culturels qui ne vous permettent pas de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Il est né en France. » C'est horrible. Oh mon Dieu. Voilà. Et donc, quand on ne reconnaît pas qu'il y a cette discrimination-là, ben, évidemment, les individus intériorisent. Hein? Et culpabilise aussi. Mais évidemment, évidemment. Mais bien sûr qu'il y a une discrimination à l'embauche, mais bien sûr qu'il y a une discrimination au logement, mais bien sûr qu'il y a une discrimination à la promotion, mais bien sûr, les chiffres sont là. Mais quand eux le disent, oh, mais ça va, ça suffit, vous vous victimisez... Le délit de faciès, pareil. La victimisation, voilà. Ça c'est quelque chose. Hein, ouais, mais moi je leur dis, mais est-ce que vous avez été victime de tabassage dans la rue? Oui ou non? Ouais, alors vous avez été victime. N'ayez pas peur, parce qu'on va vous dire effectivement tu te victimises, mais vous avez été tabassé dans la rue parce que vous êtes arabe noir. Vous avez été victime. Où est le problème? C'est comme les femmes qui ont été violées et qui vous disent oui, mais je vais me plaindre, on va encore me dire que je suis une victime. Mais oui. Vous avez été victime d'un viol. Oui. Ouais, c'est pas infamant. Mais non, mais non. Bah, merci beaucoup, Fatma. Merci pour cette consultation. Merci de nous d'être venu. Merci de nous avoir parlé de ton travail et de tes patients et patientes et de ce qu'elles traversent, parce que je pense que, en tout cas, j'ai je m'identifie beaucoup. Si vous aussi vous avez des commentaires, des questions, si vous parlez tout seul devant la télévision, n'hésitez pas à nous en faire part avec le hashtag KiffTaras sur les réseaux sociaux, ou bien sur notre page Instagram, notre Twitter, notre Facebook, ou bien par mail à kifftaras@binge.audio. Donc notre invitée aujourd'hui était Fatma Bouvet de la Maison Neuve, psychiatre et autrice du livre Une arabe en France, une vie au-delà des préjugés, qui est paru aux éditions Odile Jacob, et prochainement son premier roman L'île aux mers paraîtra aux éditions
éditions du Pont Neuf. Kif Taras est un podcast produit par Binge Audio, réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Fatma. Merci beaucoup. Merci.